Si tu as grandi dans les années 90 ou 2000, il y a de fortes chances que tu aies déjà entendu ces musiques au moins une fois. All the small things, true care, truth brings. Don't waste your time on me, you're already the voice inside my head. Wait for me, nobody likes you when you're 23. Derrière ces tubes, il y a Blink-182. Un groupe qui a marqué toute une génération. Mais le parcours du groupe est tout sauf simple. Dans cette vidéo, on va retracer l'histoire rocambolesque de Blink-182, entre débuts difficiles, succès mondial, séparation, tragédie et retrouvailles inattendues. Alors bienvenue dans l'histoire du groupe Blink-182. Hello à tous, moi c'est Poppy et sur ma chaîne je vous raconte l'histoire derrière les artistes. All the small things. L'histoire commence en 1992 à Poway, en Californie, aux États-Unis, l'année de ma naissance. Tom DeLonge, futur guitariste du groupe, est alors âgé de 16 ans. Il est né le 13 décembre 1975, donc actuellement il a 50 ans. Donc à 16 ans, il est au lycée où il va faire la rencontre d'un jeune batteur qui s'appelle Scott Raynor, qui a lui 14 ans. Il est né le 23 mai 1978, donc actuellement il en a 47. Peu après, Tom se lie aussi d'amitié avec un certain Kerry Kay, qui sort avec une fille qui s'appelle Anne Opus, la sœur d'un certain Mark Opus, pour ceux qui connaissent déjà. Mark est âgé de 20 ans, il est né le 15 mars 1972, donc actuellement il en a 54. J'aime bien toujours un petit peu préciser les âges pour un petit peu se situer dans le temps. Donc Anne décide de présenter son frère Mark à Tom, et dès leur première rencontre, le courant passe immédiatement. It was love at first sight, absolutely. They just are made for each other. Ils sont tous les deux passionnés de punk rock. Les deux adolescents passent alors des heures entières dans le garage de Tom à jouer de la guitare, échanger des idées et écrire des paroles. Très vite, ils commencent à composer leurs propres morceaux et décident donc de créer un groupe. Ils vont alors recruter Scott Raynor en tant que batteur. Donc on a notre trio de départ. Mark c'est le plus âgé, donc lui il travaille dans un magasin de disques, alors que Tom et Scott eux sont toujours au lycée. Mais au début le groupe n'a pas de nom définitif. Ils testent plusieurs idées, donc Duct Tape, Figure 8, des noms temporaires qui ne dureront pas très longtemps. Finalement, c'est Tom qui proposera Blink. Un nom simple, rapide et surtout facile à retenir. Nobody likes you when you're 23. On arrive en mai 1993, le groupe va enregistrer sa première démo qui s'appelle Fly's Water. L'enregistrement se fait tout simplement dans la chambre de Scott. La démo contient des chansons originales, des reprises punk avec une énergie brute, typique des débuts d'un groupe underground. Le son est imparfait, mais l'esprit de Blink-182 commence déjà à se faire entendre. C'est rapide, drôle et sincère. Très vite, Blink commence à jouer en concert et peu importe l'endroit, en fait, ils jouent partout où on veut bien d'eux. Le tout premier concert qu'ils ont fait, c'était dans un bar à San Diego et le patron du bar a fini par leur demander d'arrêter de jouer tellement que leur musique était mauvaise. First Blink show ever, we played at this biker bar in South San Diego, and it was literally the bartender, one patron, the three of us. We played one song, and the guy said, "Can you please turn it down?" C'est vraiment incroyable quand on sait le succès qu'ils vont avoir par la suite. Pendant ce temps, un coup de pouce inattendu va arriver. Le manager de Mark au magasin de disques, qui s'appelle Patrick Secor, croit en leur potentiel. Il décide même de leur prêter de l'argent. Et grâce à cette aide, le groupe peut enfin enregistrer une nouvelle démo dans un vrai petit studio local. Donc on arrive en 1994, Blink sort sa première vraie démo qui s'appelle Buddha. Et contrairement à leur première démo Fly's Water, le groupe considère Buddha comme leur vraie première sortie officielle. Le son est plus propre et les chansons sont plus travaillées. Un jour, ils vont obtenir une opportunité importante, jouer en première partie dans une salle mythique locale qui s'appelle Soma, une salle un peu culte pour la scène punk locale de l'époque. Et plus tard, Mark dira, je cite, « Le plus grand rêve qu'on avait au début, c'était d'être en tête d'affiche à Soma. » Donc là, Blink gagne en popularité et une autre opportunité va se présenter à eux.
Un petit label appelé Cargo Records décide de donner une chance au groupe. Ils vont donc signer un contrat ensemble. Fait intéressant, au moment de signer, Mark est le seul membre présent. Tom était au travail, après le lycée, il avait un job dans le bâtiment. Et Scott, il était encore mineur, donc légalement, il ne pouvait pas signer. Peu après la signature, Blink va donc rentrer en studio pour enregistrer son premier album. On arrive en février 1995, Blink va sortir son premier album qui s'appelle Cheshire Cat. Mais à ce moment, un problème inattendu survient. En fait, c'est un autre groupe irlandais qui porte exactement le même nom que Blink. Donc, pour éviter une bataille juridique coûteuse, le groupe décide simplement d'ajouter 182, 182 à la fin. Et c'est donc ainsi que naît officiellement Blink 182. Fin 1995, le trio part dans sa première tournée nationale, qui s'étend même jusqu'en Australie. En fait, ils ont été choisis pour faire la promotion d'un film de surf qui s'appelle Good Times, aux côtés notamment du groupe Pennywise. Et un musicien en particulier croit beaucoup au groupe. C'est le guitariste de Pennywise qui s'appelle Fletcher Dragg. Il est convaincu que Blink-182 va devenir énorme. On peut dire qu'il avait du flair. Il va même jusqu'à contacter Kevin Lyman, fondateur du célèbre Wrapped Tour, en lui disant que ce groupe va devenir gigantesque. Et grâce à cette recommandation, Blink-182 va rejoindre la tournée du Wrapped Tour 1996. Et pour le trio, c'est vraiment une opportunité majeure, parce que jouer à ce festival, ça donne une visibilité énorme. Le Wrapped Tour, c'est tout simplement un des événements les plus importants, si ce n'est le plus important de l'époque, de la scène rock-punk alternative. Donc ensuite, en 1996, Blink-182 enchaîne les concerts. Ils jouent aux États-Unis, au Canada, au Japon et ils vont aussi retourner en Australie. Ce dernier pays en particulier va jouer un rôle important dans leur ascension, tout simplement car le public australien adore leur style, leur humour un petit peu absurde sur scène, leurs blagues immatures et leur énergie un petit peu chaotique, on va dire. D'ailleurs, tout cela devient clairement la signature du groupe, jusqu'au point où certains les considèrent même comme une blague musicale, genre un groupe à ne pas trop prendre au sérieux. Mais bon, ce qui est pour certains une faiblesse, fait en réalité la force du groupe. Car une véritable guerre d'enchères éclate entre plusieurs maisons de disques. Interscope, MCA et Epitaph. Chacun de ces trois labels veut maintenant signer Blink-182. Mais une proposition fait la différence avec le label MCA Records, qui promet au groupe une liberté artistique totale. Donc Blink-182 choisit de signer avec eux. Mais cette décision ne va pas plaire à tout le monde. Le batteur Scott aurait aimé signer avec Epitaph, qui est un label plus reconnu dans le milieu rock-punk. Donc là, il va se sentir un petit peu mis à l'écart. Aussi, le fait de quitter le petit label Cargo Records pour un autre grand label est mal vu par certains. Certains fans les accusent de vendre leurs âmes et d'abandonner l'esprit indépendant du punk rock. Mais bon, Blink-182 a une vision, ils veulent toucher un public plus large, ils voient plus grand, et pour ça, ils sont prêts à assumer les critiques. Moi perso, j'ai jamais compris cette idée de les accuser de vendre leurs âmes, et c'est pas que pour Blink, je l'avais déjà entendu pour d'autres groupes. Une fois qu'ils montent un petit peu en popularité, il y a toujours une partie des fans qui veut tirer le groupe vers le bas. Je trouve qu'ils ont raison de saisir l'opportunité d'avoir un succès plus grand, non? Donc après des mois de tournée intensive, le trio va rentrer en studio pour enregistrer un nouvel album. On arrive donc en juin 1997, le groupe va sortir son deuxième album, qui s'appelle Dude Range. On y retrouve notamment le titre Damn It, qui va passer en boucle sur les radios. Le groupe touche alors à ce moment-là un public vraiment national. En 1998, leur deuxième album, Dude Range, devient même disque d'or. Et après cette sortie, le groupe va repartir en concert et ils feront de nouveau partie du festival Wrapped Tour 1997 cette fois-ci. Malheureusement, à ce moment-là, le batteur Scott Raynor traverse une période difficile. Il commence à boire excessivement pour faire face à des problèmes personnels et la situation devient de plus en plus compliquée. C'est en 1998 que Tom et Mark vont prendre une décision difficile. Scott va être tout simplement renvoyé du groupe, malgré une tentative de traitement en réhabilitation. Par la
suite, Mark expliquera que c'est Scott lui-même qui avait choisi de quitter le groupe. Mais quoi qu'il en soit, la séparation reste brutale. Donc Blink-182 doit maintenant trouver un nouveau batteur. Pendant cette période aussi, le groupe faisait des concerts avec un autre groupe qui s'appelle The Aquabats. Et le batteur de ce groupe s'appelle Travis Barker. On y arrive. Donc quand Scott quitte le groupe, Travis va être appelé pour remplacer temporairement. Et ce qui suit est devenu légendaire. Avant son premier concert avec Blink-182, Travis doit apprendre 20 chansons en moins d'1 heure. Et il va réussir sans erreur, sans hésitation, une performance impressionnante. Et c'est en juillet 1998 que Travis devient officiellement le nouveau batteur de Blink-182. Peu après son arrivée, le trio retourne en studio pour enregistrer un nouvel album, celui qui propulsera Blink-182 vers le succès mondial. On arrive donc en 1999, le trio va sortir son 3e album, Enema of the State. Un album rapide, mélodique et incroyablement accrocheur. Dès sa sortie, c'est un succès colossal. L'album devient clairement un phénomène mondial. Au total, plus de 15 millions d'exemplaires sont vendus à travers le monde. Blink-182 n'est plus seulement un groupe punk, mais ils deviennent l'un des plus grands groupes de rock internationaux du moment. Plusieurs chansons de l'album deviennent instantanément cultes. On retrouve notamment What's My Age Again. On retrouve aussi All the Small Things. Ou encore Adam's Song. Ces titres passent en boucle à la radio et ce qui amplifie encore le succès, c'est les clips vidéo qui vont avec. Humoristiques, provocateurs et ils passent en boucle sur MTV. Derrière ce succès, il y a aussi un homme clé, le producteur Jerry Finn. C'est lui qui contribue à façonner le son pop-punk moderne des années 90. Il avait notamment produit l'album Dookie de Green Day qui avait fait exploser mondialement le groupe. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Green Day, je vous conseille d'aller la voir. Et avec le succès de l'album Enema of the State, la vie de Blink-182 va complètement changer. Mark dira à ce sujet-là, je cite, « On est passé de petits clubs et de nuits passées sur le sol chez des inconnus à des concerts en amphithéâtre et des hôtels 5 étoiles. Un changement radical, on peut le dire. Donc Blink-182 devient aussi célèbre, comme je vous l'ai dit, avec leur humour immature et provocateur, comme on le voit très bien dans leurs clips. Donc c'est sans surprise que le groupe va faire une apparition dans le film American Pie. Un film qui correspond parfaitement à leur image, je trouve. Cette apparition renforce encore leur visibilité dans la culture populaire. Et grâce à cette popularité, Blink-182 commence aussi à développer plusieurs projets commerciaux. Ils lancent différentes marques, notamment Famous Stars and Straps, Atticus Clothing et Macbeth Footwear. C'est des projets qui deviennent rapidement populaires auprès des fans. Donc là, le groupe ne vend plus seulement de la musique, ils créent une véritable culture autour de leur image. On arrive ensuite en 2000, ils vont sortir un album live, le seul d'ailleurs de toute leur carrière, qui s'appelle The Mark, Tom and Travis Show. Mais derrière le succès, petit à petit, le groupe est de moins en moins à l'aise avec leur image publique. Ils réalisent que beaucoup de personnes les voient seulement comme un groupe drôle, immature, pas forcément sérieux musicalement. Mais le groupe commence aussi à se diviser en interne, car ils ont des besoins artistiques différents qui diffèrent les uns des autres. Mark voulait rester dans la lancée de Enema of the State, Tom voulait partir sur quelque chose de plus heavy, avec plus de guitare, et Travis voulait se challenger en tant que batteur. Mais on arrive donc en 2001, ils vont sortir leur 4e album, qui s'appelle Take Off Your Pants and Jacket. Un titre humoristique et provocateur fidèle à leur ADN, mais musicalement c'est plus sérieux, on va dire. Et le succès est immédiat. L'album devient le premier album punk rock à atteindre la première place des ventes aux États-Unis, un exploit clairement historique pour ce genre de musique. Plusieurs morceaux de cet album deviennent des hits majeurs. On retrouve notamment The Rock Show ou encore First Date.
Blink vient tout simplement de confirmer qu'ils ne sont pas un phénomène passager. Ils dominent désormais la scène rock mondiale. Et pour promouvoir l'album, Blink va repartir en tournée. Ils vont notamment faire une co-tournée avec un autre groupe majeur, Green Day, le Pop Disaster Tour. Deux des plus grands groupes rock-punk du moment sur la même scène. C'est vraiment une tournée majeure. On arrive ensuite en 2002, Tom va lancer un projet parallèle, un groupe qui s'appelle Boxcar Racer. Donc c'est un projet très différent du son Blink-182 habituel. Et pour enregistrer cet album, Tom va faire appel à leur producteur habituel Jerry Finn. Et il va aussi inviter Travis à jouer de la batterie. Du coup, il manque juste un maillon de l'équipe Blink-182, c'est Mark. Et ce détail va créer une blessure profonde. Tom affirme que c'était pas une décision intentionnelle, mais pour Mark, la situation est très claire. Il se sent exclu et trahi. Et ça va être la première vraie fracture dans leur amitié. Le projet Boxcar Racer devient rapidement plus important que prévu. Au départ, ça devait être un simple projet secondaire pour que Tom puisse explorer une musique un petit peu plus heavy comme il le voulait. Mais très vite, il devient un véritable groupe avec un album complet et même 2 tournées nationales en 2002. Pendant ce temps, Travis explore lui aussi de nouveaux horizons. Il développe sa passion pour le hip-hop et rejoint un autre projet rap rock appelé Transplants. Donc, petit à petit, les membres de Blink-182 commencent à se séparer, artistiquement mais aussi personnellement. On arrive en 2003, les choses ont bien changé. Les 3 membres, Tom, Mark et Travis, deviennent tous pères de famille. Donc leur vie évolue et leur vision de la musique toujours aussi. Ensuite, en novembre 2003, Blink-182 sort son 5e album éponyme, très différent de leur projet précédent. Cette fois, Blink-182 expérimente un son plus sombre, plus influencé par le style emo et alternatif. 2 singles en particulier vont attirer l'attention. Le premier, Feeling This. Et le deuxième, I Miss You. C'est surtout I Miss You qui devient un succès énorme, avec son ambiance sombre et mélancolique qui montre une autre facette du groupe. Et rebelote pour soutenir l'album, le groupe repart en tournée. États-Unis, Europe, Australie, Japon, dans le monde entier. Mais le malaise est toujours là et les raisons sont multiples. Les tournées épuisantes, les tensions héritées du projet secondaire Boxcar Racer, et surtout le désir grandissant de Tom de passer plus de temps avec sa famille. Donc le groupe commence vraiment à se fragiliser et lentement une séparation devient inévitable. On arrive alors en février 2005, une annonce tombe, Blink-182 rentre dans une pause indéfinie. Officiellement, ce n'est pas une séparation, mais clairement, les tensions internes sont devenues trop fortes. Les désaccords portent sur l'avenir du groupe, la direction artistique et surtout le rythme infernal des tournées. Donc il n'y a plus rien qui va, quoi. Tom va proposer une pause de 6 mois des tournées, mais pour Mark et Travis, c'est trop long. Et c'est là que les 3 amis réalisent une chose douloureuse. Ils ont grandi, mais dans des directions différentes. Et finalement, c'est Tom qui va décider de quitter le groupe. Ce qui marque donc la fin de Blink-182. Et pendant plusieurs années, Tom et Mark ne se parleront même plus. Après la séparation, chacun va suivre son propre chemin. Tom va créer un nouveau projet, Angels and Airways. Et Mark et Travis, eux aussi, vont créer un nouveau groupe, Plus 44. Pendant cette période, c'est Travis qui va rester le plus sous les projecteurs à cause de sa relation mouvementée avec une ancienne Miss USA qui s'appelle Shanna Moakler. Forcément, ils attirent beaucoup l'attention des médias. Leur vie va même être filmée pour une émission de télé-réalité qui s'appelle Meet the Barkers, diffusée sur MTV.
On arrive en août 2008, leur producteur Jerry Finn, qui entre-temps était devenu vraiment ami avec le trio, il est victime d'une hémorragie cérébrale et va décéder quelques jours plus tard. Donc pour le trio, là c'est un choc immense. Seulement un mois plus tard, un autre drame survient. En septembre 2008, Travis est victime d'un crash d'avion. 4 personnes meurent dans l'accident, il y a seulement 2 survivants, Travis et un de ses amis, Adam Goldstein. Travis subit des brûlures graves du 2e et 3e degré. Il développe aussi un stress post-traumatique sévère. You know, 65% of my body was burnt, so I couldn't have any visitors. I was so prone to infection and I had 27 surgeries in there. Ensuite, moins d'un an plus tard, son ami Adam Goldstein, qui avait survécu avec lui au crash, décède d'une overdose. Donc pour Travis, là, tous ces événements changent sa vision de la vie. Après avoir frôlé la mort, il ressent le besoin de renouer avec ses anciens amis. Donc fin 2008, Travis, Tom et Mark se retrouvent enfin tous les trois depuis leur séparation, ce qui va doucement mener à la renaissance de Blink-182. It was a Friday night, I woke alone. On arrive en février 2009, ils annoncent officiellement le retour de Blink-182. Quelques mois plus tard, le groupe repart dans une grande tournée en Amérique du Nord. Ensuite, en 2010, ils poursuivent les concerts avec des dates en Europe. Mais Travis, depuis son crash d'avion en 2008, souffre d'une peur intense de l'avion. Alors pour les concerts, il voyage en bus aux États-Unis et au Canada. Et pour l'Europe, il traverse l'océan en bateau. On arrive alors en 2011, le groupe va sortir son 6e album, qui s'appelle Neighborhoods, mais le processus d'enregistrement a été très différent, et surtout aussi révélateur des tensions persistantes. Tout simplement car les membres n'ont pas enregistré ensemble. Tom travaillait depuis son studio à San Diego, pendant que Mark et Tom enregistraient à Los Angeles. La communication était donc assez difficile, et il y a aussi un autre détail important, c'est le premier album sans leur producteur et ami Jerry Finn. Malgré tout, l'album atteint la 2e place du Billboard 200, donc clairement un succès solide. Ensuite, on arrive en 2012, Blink-182 va sortir un EP qui s'appelle Dogs Eating Dogs, de façon complètement indépendante car là, ils avaient décidé de quitter leur label pour reprendre le contrôle. Ensuite, on arrive le 11 octobre 2014, Blink-182 joue en concert à Las Vegas, et sans que beaucoup ne le sachent, ce sera le dernier concert du groupe avec Tom avant plusieurs années. Car derrière les coulisses, les tensions étaient toujours là. Mark dira plus tard, je cite, « Tout était toujours conflictuel, il y avait une atmosphère étrange en permanence, je savais que quelque chose n'allait pas. » Donc on arrive en 2015, Tom quitte à nouveau officiellement le groupe. Don't wait. Mais cette fois-ci, après le départ de Tom, Mark et Travis décident de continuer. Ils refusent tout simplement d'abandonner encore une fois Blink-182. Ils vont alors recruter un certain Matt Skiba. Et donc avec Matt, le nouveau trio retourne en studio. On arrive alors en juillet 2016, le groupe va sortir son 7e album qui s'appelle California. Un album produit par John Feldman et c'est un succès énorme. L'album devient numéro 1 des ventes aux États-Unis et il atteint aussi la première place au Royaume-Uni, une première dans leur carrière. On retrouve notamment le titre Bored to Death qui devient vraiment leur plus grand hit depuis des années. Le groupe retrouve une popularité massive. Et pour la première fois depuis longtemps, Blink-182 reçoit une nomination aux Grammy Awards. Un signe que le groupe reste pertinent malgré les changements. Et pour soutenir l'album, ils repartent en tournée. Donc le succès est toujours bien là. On arrive en 2019, le groupe sort son 8e album, qui s'appelle Nine. Donc là, tout semble aller bien jusqu'au Covid en 2020. Mais ça va inspirer le groupe avec une chanson qui va parler justement de la quarantaine du Covid. Mais un détail intrigue les fans. Matt Skiba n'apparaît pas officiellement dans les crédits du morceau. On arrive le 23 juin 2021, une annonce va bouleverser les fans. Mark va révéler qu'il est atteint d'une forme rare de cancer. Et pendant plusieurs mois, il subit un traitement en secret. Une période donc très difficile pour lui. Et face à cette épreuve, quelque chose d'inattendu se produit. Mark va tout simplement inviter Tom et Travis chez lui. Pour la première fois, les 3 amis se retrouvent. J'ai l'impression qu'ils ont toujours besoin d'un drame pour se retrouver. Quelques mois plus tard, Mark est déclaré guéri du cancer,
même s'il doit continuer des examens réguliers. On arrive ensuite en octobre 2022, Blink-182 confirme le retour de Tom. Ils annoncent aussi qu'un nouvel album est en préparation et qu'une tournée mondiale de 2 ans est prévue. Franchement, un drame, un retour. Mais cette annonce confirme alors aussi que Matt ne fait plus partie du groupe. Mais la transition s'est faite dans le respect. Tom a personnellement contacté Matt pour le remercier du travail qu'il a fait avec le groupe pendant son absence. Ensuite, en octobre 2023, Blink-182 sort son 9e album qui s'appelle One More Time. Un album profondément personnel. Beaucoup de chansons parlent du temps qui passe, de l'amitié, de la mort et de la survie. L'album devient un énorme succès, il atteint la première place du Billboard 200. Un drame, un retour, un succès. Hein. Je vous avais prévenu que l'histoire de Blink-182 est rocambolesque. En 2024, le groupe va sortir une version deluxe de leur album One More Time. Et rebelote, le trio repart en tournée. C'est la dernière sortie du groupe à ce jour, mais les membres ont confirmé qu'ils travaillent sur de nouvelles chansons, donc très certainement que l'histoire de Blink-182 n'est pas terminée. Et pour finir, je trouve intéressant de mentionner qu'en dehors de Blink-182, les 3 membres n'ont jamais cessé de créer et avaient tous un petit peu des projets parallèles. On commence avec Travis, qui est certainement le plus actif des 3. Déjà parce qu'il est devenu l'un des producteurs les plus demandés du pop-punk moderne. Il a notamment travaillé avec MGK et Avril Lavigne. Avril Lavigne, mon idole pour ceux qui ne le savent pas encore. Je vais aussi préparer une vidéo sur elle. Elle a un parcours vraiment très intéressant. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur Avril Lavigne vous intéresse aussi. Mais dans tous les cas, je pense que je vais la faire. Il est aussi très présent côté business. Il fait pas mal de collaborations avec des marques comme Vans par exemple. Encore récemment, j'en ai vu passer une là sur YouTube. Mais il a aussi sa propre marque Berker Wellness. Pour ceux qui suivent un petit peu plus le côté people, vous devez déjà le savoir, il s'est marié avec Kourtney Kardashian. Donc il apparaît très régulièrement dans les épisodes de la télé-réalité de la famille Kardashian. Cette exposition médiatique renforce sa popularité, faisant de lui l'un des musiciens les plus visibles dans la culture populaire actuelle. Si ce n'est peut-être le plus visible. Ensuite, on a Tom qui est probablement le plus atypique des 3. Il alterne entre musique et projets liés au phénomène extraterrestre. Donc comme on l'avait déjà vu plus tôt dans la vidéo, il a un groupe Angels and Airways, même si l'activité est plus calme depuis le retour de Blink-182. Mais il dirige aussi une organisation qui travaille sur la recherche sur les ovnis, la production de documentaires et livres scientifiques médiatiques sur le sujet. Et pour finir, on a Mark qui est le plus discret des 3. Il a un projet musical secondaire, mais qui a surtout été actif en 2019-2020. Sinon, il a travaillé comme animateur radio dans l'émission After School Radio, qui est disponible sur Apple Music. Il aime beaucoup interviewer des artistes, parler musique et découvrir de nouveaux groupes. Blink-182 a traversé bien plus que la plupart des groupes. Ils ont connu le succès mondial, les disputes, les séparations, les drames, la maladie, mais malgré tout ça, ils sont toujours revenus et se sont toujours retrouvés. Parce qu'au fond, Blink-182 n'a jamais été seulement qu'un groupe, c'est une amitié. Aujourd'hui, après plus de 30 ans de carrière, ils continuent encore de faire de la musique et d'écrire leur histoire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo en ma compagnie et que vous avez aimé découvrir l'histoire du groupe Blink-182. N'hésitez pas à me faire des suggestions de groupes dans les commentaires pour mes prochaines vidéos. Mais pour être honnête, je pensais soit à Simple Plan, soit à Avenged Sevenfold. Donc à vos votes dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos. Donc je vous dis à très vite. Bye!